Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré aujourd'hui à Qlik Data Catalyst. Donc c'est le premier webinaire qu'on fait sur ce produit. Et si ça peut vous paraître comme étant un nouveau produit, ça en est un au sens où c'est un nouveau produit au catalogue de Qlik. Par contre, Data Catalyst est issu du rachat de Podium Data par Qlik l'année dernière. Et donc en réalité, c'est déjà un produit qui est sur le marché depuis longtemps et qui est très mature, comme on va le voir tout à l'heure. Donc l'objectif de Data Catalyst, c'est de donner une vraie autonomie à vos business analysts avec des données entreprises qualifiées et en libre service. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Thibaut Schmittlin, je suis consultant architecture Qlik chez Isineo. Et la démo que je vais vous faire tout à l'heure sera basée sur la version Data Catalyst de septembre 2019. Comme vous le voyez, on est sur un nouvel outil de webinar depuis à peu près un mois. Vous avez sur la droite normalement un panel Q&A dans lequel vous pouvez poser des questions. Je reviendrai sur les questions à la fin de la présentation. Et vous avez également sur la droite un panel qui s'appelle Polycopier, dans lequel vous pouvez en fait télécharger la version PDF de cette présentation. Donc, je m'excuse tout de suite, les slides de présentation sont en anglais, puisque c'est principalement des mots-clés. Alors j'ai essayé de les traduire au départ, mais en fait c'est très difficile à traduire en français en conservant tout le sens. Donc je les ai laissés en anglais. Et vous inquiétez pas, de toute façon je vais passer sur absolument tout ce qu'il y a dans toutes les slides. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Qlik Data Catalyst, pour faire résumé en une seule phrase, c'est une plateforme de gestion de données d'entreprise qui va accélérer radicalement la mise à disposition de données fiables, préparées et vérifiées pour vos utilisateurs. Si on pense en fait à toutes les données que vous pouvez avoir dans votre entreprise, plusieurs formats, nombreuses sources de données, si on veut vraiment pouvoir en tirer profit, on va avoir besoin d'une plateforme nous permettant de centraliser ces données, peu importe leur source, que ce soit des bases de données structurées, des données qui viennent du cloud, des fichiers plats, des données moins structurées. On va avoir besoin donc de les centraliser et de les délivrer à vos utilisateurs finaux, comme par exemple vos data analysts ou vos développeurs d'applications QlikSense, ou pour les utiliser dans d'autres produits de BI reporting, puisque Data Catalyst n'est pas limité uniquement à de l'utilisation ensuite dans les produits Qlik, ou encore pour les publier vers d'autres destinations, vers des data warehouse, vers d'autres plateformes, n'importe quoi. Et comment faire en sorte que vos utilisateurs puissent trouver facilement les données dont ils ont besoin, s'assurer que ces données soient propres et fiables, pouvoir en visualiser des échantillons, pouvoir trouver d'autres jeux de données de l'entreprise avec lesquels elles peuvent être corrélées et couplées, s'assurer que certains types de données ne puissent être consultés que par certaines personnes et tout regrouper au sein d'un même catalogue. Et ben en fait c'est tout ça qu'on va pouvoir faire avec Data Catalyst. C'est en fait mettre en place une gouvernance intégrale des données de votre entreprise, pouvoir les regrouper à un seul endroit, pouvoir les donner accès à vos utilisateurs pour qu'ensuite les utilisateurs puissent les utiliser à leur guise. Donc sur cette slide, c'est ce qui est représenté. Vous avez sur la gauche toute cette masse de données qu'on va centraliser dans Data Catalyst pour ensuite pouvoir les utiliser et les exporter. Puisque vous faites normalement tous partie de l'écosystème de Qlik, si vous êtes présent à ce webinaire, vous êtes en droit de vous demander où se situe Data Catalyst dans cet écosystème et à quel moment il va pouvoir apporter quelque chose. Et c'est là où on va également voir pourquoi il y a eu un intérêt pour Qlik de racheter en fait ce produit. Traditionnellement, QlikSense et avant ça QlikView sont des outils qu'on va retrouver sur la droite de la slide dans la partie Insight. Des outils principalement orientés reporting, création de dashboard et self-service pour QlikSense. Tout ça, bien évidemment, va s'appuyer et tirer sa force de ce que vous avez au centre de la slide, qui est le Qlik Associative Engine, le cœur de Qlik, donc le modèle associatif, avec des fonctionnalités avancées dont on parle de plus en plus en ce moment sur la partie moteur cognitif, prédiction, intelligence artificielle. Vous avez également tout ce qui est geo-operation, ce genre de choses. Mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver à vos dashboards, il y a une partie antérieure à réaliser qui est la gestion de vos données. Et si on voulait aller encore plus loin sur le graphique sur la gauche, si je voulais aller encore plus bas sur la gauche, on aurait toutes vos données brutes et vos systèmes sources. Et c'est dans cette partie gauche, la partie qui est en bleu ciel, la partie gestion et mise à disposition de la donnée qu'on va retrouver en fait Data Catalyst, qui va se connecter à vos différentes sources de données,
ça c'est la partie qu'on appelle onboarding, les cataloguer pour créer du coup la partie qu'on appelle catalogue, et les rendre disponibles pour vos utilisateurs via ce qu'on appelle une marketplace. On va également, avec Data Catalyst, être capable de préparer et transformer nos données avec un ETL, qui est certes un ETL léger, mais qui permet déjà de faire pas mal de choses, puis de publier ensuite ces données vers diverses destinations, que ce soit des outils de BI ou d'autres systèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va passer pas mal de temps du coup maintenant sur cette slide qui est probablement la slide la plus importante qui résume à peu près tout le produit. Maintenant que vous comprenez un peu mieux le rôle de Data Catalyst, on va voir où est-ce que se situe Data Catalyst dans l'écosystème d'une entreprise qui a déjà tout un écosystème qui gravite autour de la donnée. Donc on va commencer par le centre de la slide. Et Data Catalyst peut être résumé dans ces 4 fonctionnalités principales qui sont onboard, enrich, prepare et publish. Donc, dans la partie onboard, on va pouvoir se connecter aux sources de données qui sont sur la gauche de la slide, ou à certains outils intermédiaires que vous auriez, comme des ETL par exemple, ou des outils de ce qu'on appelle Change Data Capture, des outils de CDC comme Atunity. On aura l'occasion de reparler d'Atunity normalement, on va dire courant premier trimestre 2020. Donc, ce genre d'outils qui aurait déjà traité la donnée et la disposé quelque part, on va pouvoir se connecter à ces outils, donc ou aux sources de données directement, et à partir de là, on va charger la donnée dans le catalogue de Data Catalyst, selon 3 modes dont on va reparler plus tard, en fonction de si on souhaite juste répertorier cette donnée dans Data Catalyst sans la déplacer, ou bien si on souhaite que Data Catalyst gère complètement cette donnée en la copiant dans un data lake par exemple. Donc ça c'est la partie onboard data. Maintenant on va passer sur la partie enrich. Data Catalyst permet ensuite d'enrichir ce catalogue de données. Et on a en gros 3 moyens d'enrichir le catalogue. C'est ce que vous avez sur le haut de la slide notamment. Premièrement, depuis des outils de gouvernance de la donnée, dans lesquels vous auriez par exemple un glossaire complet de vos données, les différents types de données de l'entreprise associés à leur définition, etc. Et deuxièmement, Data Catalyst va regarder les données que vous ajoutez au catalogue. Et selon différentes règles que vous pouvez mettre en place, vous allez pouvoir, par exemple, faire en sorte que lorsque Data Catalyst va détecter un numéro de sécurité sociale, on va ajouter automatiquement un certain tag sur ce champ. Si vous avez des données qui sont sensibles, on va également pouvoir identifier ces données selon différents patterns, différentes regex par exemple, et appliquer une obfuscation sur les données enregistrées dans le catalogue. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire et c'est une partie d'enrichissement du catalogue. La troisième façon d'enrichir le catalogue repose en fait sur les utilisateurs eux-mêmes. En utilisant les données, les utilisateurs finaux vont pouvoir se rendre compte si les données représentent vraiment ce qui est prévu, s'il y a des choses incohérentes, et on va alors leur laisser la possibilité de mettre des commentaires sur les données pour pouvoir en fait partager des infos avec d'autres utilisateurs. Donc tout ça, ça comprend ce qu'on a dans la partie enrich. Ensuite, on a une partie qui s'appelle Prepare, et Data Catalyst permet en fait aux utilisateurs de faire des opérations simples de transformation et de préparation de la donnée. On va pouvoir faire des joins, des unions, des filters, des aggregates, créer des champs dérivés, etc. Ça ne remplace pas du tout un outil ETL dédié, mais ça permet de faire des opérations de base que je vous montrerai dans la démo. Et enfin, on a une partie Publish. Aucun utilisateur n'a pour but de passer tout son temps dans le catalogue. Okay. Le but de Data Catalyst, c'est de pouvoir passer très rapidement du catalogue, dans lequel vous allez pouvoir trouver facilement la donnée dont vous avez besoin, vers l'endroit où l'utilisateur veut vraiment analyser les données qu'il a sélectionnées. Et c'est là l'objectif en fait de Publish. On va pouvoir prendre ces données et en 3 clics créer par exemple une application ClickSense avec ces données, ou les envoyer vers un autre outil de BI, ou les stocker dans un data warehouse, ou les envoyer vers un ETL. On s'en fiche en fait. Data Catalyst, c'est une couche de gestion de données et vous êtes libre ensuite d'en faire ce que vous voulez. Et pour finir sur cette slide, tout ce travail de Data Catalyst est effectué sur un type de plateforme, c'est ce que vous avez en bas de la slide, qui peut être une simple installation Linux sur un seul nœud ou un data lake Hadoop qui serait plus complexe sur plusieurs nœuds, et bien évidemment ça peut être fait on-premise ou dans le cloud. Précédemment, dans la partie onboarding, je vous ai dit qu'on avait 3 façons d'ajouter des données au catalogue de Data Catalyst en fonction de si l'on souhaite juste répertorier cette donnée dans Data Catalyst sans la déplacer, ou bien si on souhaite que Data Catalyst gère complètement cette donnée en la copiant dans un data lake par exemple. C'est ce qu'on appelle les différents niveaux de data management que vous avez sur cette slide.
Sur la gauche de la slide, vous avez l'option Managed. Et c'est justement cette option qui va dire à Data Catalyst de gérer intégralement la donnée. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va importer et copier complètement la donnée dans l'espace de stockage associé à Data Catalyst, qui peut être soit un simple file system Linux, ou soit un data lake Hadoop qui est plus complexe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En faisant ça, on a toutes les fonctionnalités de Data Catalyst. C'est l'option idéale si vous souhaitez par exemple commencer à créer un data lake à l'aide de Data Catalyst ou continuer à enrichir votre data lake qui est déjà existant. Sur la droite de la slide, on a l'option Addressed qui est tout l'opposé. En utilisant cette option, lors de l'ajout des données dans Data Catalyst, la donnée est laissée à sa place et seul le schéma technique qui comprend les différents types de champs est ajouté dans Data Catalyst. On a donc un endroit unique où vous allez pouvoir répertorier et retrouver vos données dans le catalogue. Par contre, on a très peu de fonctionnalités de Data Catalyst. Par exemple, le contrôle de la qualité de la donnée n'est pas fait. Les différents KPI dont on reparlera tout à l'heure, qui représentent la qualité, la popularité et la fiabilité des données, ne sont pas calculés non plus. Et en fait, en gros, on n'a aucune gouvernance réelle sur la donnée. Et enfin, au centre de la slide, vous avez une option intermédiaire qui est Registered. Et dans ce cas-là, la donnée n'est pas déplacée ni copiée intégralement. Par contre, on va avoir le schéma technique, les KPI, les métadonnées et le contrôle de la qualité de données qui seront fonctionnels. En fait, c'est l'option qui est idéale dans le cas où la donnée ne doit pas être copiée à un autre endroit, par exemple pour des raisons de gouvernance ou de sécurité. Dans ce cas-là, on laisse la donnée où elle est et on ajoute quand même dans Data Catalyst tout ce qu'il nous faut pour avoir toutes les fonctionnalités de Data Catalyst qui fonctionnent. Maintenant que vous avez une vision plus précise de la façon dont Data Catalyst peut s'intégrer à l'écosystème de votre entreprise, on va passer du coup à la démo du produit. En résumé, Data Catalyst, c'est donc prendre des données depuis différentes sources, ça c'est la partie onboard, les enrichir, les cataloguer pour les rendre disponibles facilement et rapidement aux utilisateurs, afin de pouvoir ensuite les analyser et les exporter ou les exporter dans l'outil de votre choix. Ok. Donc je vais passer sur la démo. Alors, tac. Donc là je suis, je vais juste rafraîchir la page. Là, je suis dans Data Catalyst et je suis, vous le voyez sur la gauche, on a les différents modules en fait qui sont dans Data Catalyst et je suis dans la partie catalogue. C'est ici que je vais avoir toutes mes données qui sont répertoriées. Chaque carré ici que vous avez, chaque carte que vous avez représente en fait ce qu'on appelle dans Data Catalyst une entité. Et une entité, ça va être par exemple une table de votre base de données ou un fichier plat que vous auriez importé, un fichier CSV par exemple que vous importez, va créer en fait ce qu'on appelle une entité. Ok, donc ici vous allez avoir beaucoup de choses et bien évidemment vous avez la possibilité en haut à droite de faire des recherches pour retrouver plus facilement les données dont vous avez besoin. Vous pouvez faire des recherches du coup sur le nom, sur des tags, sur des descriptions, etc. Moi dans mon cas je vais chercher des données qui sont des données de ressources humaines, donc je vais faire une petite recherche en haut, histoire de limiter un peu l'affichage. Et ensuite on va dire que c'est justement des données sur les employés que je voulais récupérer. Et donc, on va s'occuper de la première carte, donc la première entité que j'ai ici sur la gauche. Déjà, en passant la souris sur le nom de l'entité, vous allez avoir des informations sur cette entité. Vous allez avoir des infos sur son nom, sur sa description. Vous pouvez voir par exemple qui est le propriétaire de ces données. Vous allez pouvoir voir des tags. Si vous mettez des tags en fonction de la qualité de la donnée qui est dans Data Catalyst, vous pourrez le voir là-dedans. Et ensuite, maintenant que j'ai trouvé la donnée que je cherche, je vais avoir besoin de comprendre à quel point cette donnée est fiable. Et ça va être fait, enfin ce qui va m'aider à le faire, c'est les 3 KPI que vous avez ici, qui sont Operational, Quality et Popularity. Je vais commencer par Quality. Quality, ça représente en fait la qualité de la donnée sur 1 an de chargement. C'est-à-dire en fait que c'est une validation technique de la donnée comparée à ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire que lorsque j'ai ajouté la donnée dans Data Catalyst,
j'ai dit ce champ c'est un integer, ce champ c'est un double, ce champ c'est un string, etc., etc. Je peux même aller plus loin. Je peux par exemple dire ce champ c'est une adresse email, donc ça va être un string, mais je vais pouvoir ajouter une regex pour être sûr que ce soit vraiment une adresse email. Et lorsque Data Catalyst va charger la donnée, et ben toutes les données qu'il va intégrer, il va les comparer pour être sûr que c'est bien ça que c'est bien il va faire une validation technique pour être sûr que le champ est bien du type qui devrait être. Et ça, c'est ce que vous retrouvez du coup dans la partie quality. Par exemple, ici, vous voyez que moi j'ai un score de 99%. Ce que je peux vous montrer rapidement, je vais sortir d'ici, je vais aller dans source rapidement. Je peux vous montrer pourquoi j'ai un 99%, c'est-à-dire que si je vais dans Human Resource, je vais retrouver mon entité qui s'appelle Employee ici. Si je regarde les logs du chargement de cette entité, je vois ici que en tout j'ai 290 lignes dans cette table, puisque c'est en fait une table qui provient d'une base SQL Server. J'ai 290 lignes. Vous voyez qu'en fait, il m'a détecté 288 lignes qu'il a détectées en tant que good record. Et ensuite, j'ai dans Data Catalyst une notion de good, de bad et de ugly record. Et en fonction justement de cette validation technique, il va me dire si j'ai des données qui sont vraiment pas bonnes. Et à ce moment-là, je peux regarder par exemple ici en cliquant sur le plus, et je peux voir pourquoi j'ai 2 ugly records lors du chargement de cette donnée. Et vous voyez notamment qu'en fait, j'ai 2 lignes qui ne sont pas passées parce que j'avais des caractères non ASCII qui sont pas autorisés lorsque j'ai défini mon entité dans Data Catalyst. Ok, donc c'est pour ça qu'ici j'ai 288 et c'est pour ça que dans mon catalogue, je me retrouve avec une qualité qui est à 99%. Ok. Ensuite, si j'ai besoin de créer des rapports ou des applications ClickSense avec cette donnée, j'ai besoin en fait de savoir si cette donnée elle est rechargée régulièrement, si elle est à jour. Et ça, c'est ce qui est indiqué par le KPI qui est le KPI opérationnel. Puisque plus la donnée est mise à jour régulièrement, plus ce KPI va être élevé. Et vous voyez ici aussi, sur la partie last load, que j'ai la date de rechargement, le dernier rechargement qui a été effectué en fait sur cette entité. Donc là, notamment, ça a été effectué aujourd'hui. Ok. Pour finir sur les KPI, tous les KPI qui sont ici, enfin les 3 KPI, sont les KPI par défaut de Data Catalyst. En fait, vous pouvez en définir des nouveaux si vous le souhaitez, avec les formules que vous souhaitez, et les afficher ici à la place de cela. C'est-à-dire que les notions de calcul des KPI sont assez complexes. Par exemple, pour la popularité, c'est vrai que j'ai pas parlé de la popularité. Ce dernier KPI popularity en fait représente ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la partie enrichissement des données, mais via les utilisateurs. C'est-à-dire que en tant qu'utilisateur, je vais avoir besoin de savoir si cette donnée, comment les autres utilisateurs se servent de cette donnée, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'ils ont laissé des commentaires dessus ou pas. Et plus j'ai de tags et de commentaires qui ont été laissés par les utilisateurs pour commenter sur cette donnée, plus ce KPI popularity va augmenter. Ok. Et notamment, ce que je voulais dire, c'est ce KPI, par exemple, est calculé à 20% sur les tags, à 20% sur les commentaires, à 30% sur d'autres choses, etc. Toute cette formule-là, en fait, vous pouvez l'éditer et la changer complètement et créer ensuite vos propres KPI qui reflètent plus ce que vous avez besoin d'afficher si vous le souhaitez. Ok. Je vais rentrer maintenant, du coup, dans le détail d'une entité. Donc, je vais prendre mon entité employee et je vais rentrer dans le détail. Sur la partie haute, vous avez tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc toutes les métadonnées de l'entité, avec la partie name, description, les différents tags, etc. Par contre, ce qui nous intéresse surtout, c'est que, alors, premièrement, on a ce qu'on appelle un modèle statistique des données de l'entité. Donc vous avez en fait ici chaque champ de l'entité, vous avez le type associé, vous avez la valeur minimale, la valeur maximale, le pourcentage de nuls, le nombre de nuls, etc., le nombre de champs détectés. Donc tout ça, vous l'avez ici, pour toutes les données que vous avez dans cette entité. Et vous avez également la distribution des valeurs par champ. C'est-à-dire que par exemple, si je clique ici sur le champ gender, je peux voir que dans mes 288 lignes, j'ai 204 valeurs qui sont sur homme et 84 valeurs qui sont sur femme. Et je peux faire ça en fait sur n'importe lequel des champs. Si par exemple je prends ce champ-là, j'ai en fait du coup une possibilité de voir la distribution des valeurs des champs. Okay, donc ça peut déjà me permettre de voir si c'est bien la donnée que je cherche, celle que je suis en train de regarder ici. Ensuite, pour confirmer encore plus ça, je peux regarder un échantillon des données. En haut, en fait, j'ai un bouton Sample Data. Lorsque je clique dessus, je me retrouve ici et je peux voir un échantillon complet des données.
pour être sûr que c'est vraiment la donnée que je cherche et celle que j'ai envie d'analyser ensuite. Ce que j'ai également en haut, c'est ici un bouton qui s'appelle Lineage qui va me permettre de savoir d'où provient la donnée qui est dans cette entité. Si je clique ici dessus, je vais juste zoomer un petit peu. Vous voyez en fait d'où provient la donnée qui est dans cette entité. En l'occurrence, sur la partie gauche, si je clique ici, vous voyez la source de données. Donc moi, dans mon cas, c'est un serveur SQL Server avec une connexion JDBC. Et vous voyez tout ce qui est fait pour arriver à l'entité. Dans un premier temps, on a un chargement des métadonnées dans une entité qu'on appelle une entité externe, qui est en fait une entité temporaire, on va dire. Vous voyez la requête qui est faite sur mon serveur SQL Server pour créer cette entité. Et ensuite, on a réellement le chargement des données qui est effectué et qui donne lieu et qui donne naissance en fait à mon entité, qui est vraiment l'entité que j'ai dans Data Catalyst et qui comprend du coup tout ce qui vient de ma base de données. Donc ça, c'est ce que j'ai dans la partie lineage, qui me permet justement de voir d'où viennent mes données. Si ensuite cette donnée était exportée et publiée vers d'autres destinations, je le verrai également dans ce graphique. Ensuite, je reviens sur la partie détail de l'entité. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la partie ici en bas qui s'appelle Related Entities. On va pouvoir en fait voir avec quel autre jeu de données je vais pouvoir combiner celle que je suis en train de regarder. En fait, Data Catalyst va détecter automatiquement les liens avec d'autres entités. Par exemple, dans le cas d'une base de données, ça se fait sur les primary keys et les foreign keys que vous avez sur les tables. Chaque table va créer une entité dans Data Catalyst et les primary keys et foreign keys vont être utilisés pour faire ces liens. Mais ça va aussi marcher avec des fichiers plats, par exemple, des CSV, qui n'ont aucune notion de primary key ou de foreign key, puisque Data Catalyst connaît chaque valeur de chaque champ des données importées, il va être capable en fait de deviner comme ça les liens entre les entités. Et bien évidemment, vous allez pouvoir ensuite, s'il y a des faux positifs, corriger ces liens ou en créer des nouveaux si vous avez besoin. Ok. Donc là, par exemple, on voit que l'entité dans laquelle je suis actuellement, donc qui est celle-ci, l'entité Employee, elle a des liens avec Employee Department History et Employee Pay History. Ok. Maintenant, je suis à un point où j'ai trouvé les données qui m'intéressent, je les ai comprises, et je veux donc en fait pouvoir les utiliser dans un dashboard de reporting, et notamment là, dans mon cas, je vais vous montrer comment les utiliser dans une application ClickSense. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais sélectionner une entité, donc ça c'est l'entité sur laquelle je suis, et je vais cliquer ici sur le bouton Add to Cart. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une notion en fait de marketplace, puisque le catalogue en fait doit être vu comme un endroit où les utilisateurs vont venir faire des recherches, chercher des données dont ils ont besoin, et ensuite le fonctionnement de Data Catalyst, c'est qu'on va ajouter ces données dans ce qu'on appelle un panier. Donc on va cliquer ici sur Add to Cart, et je vais prendre la deuxième entité qui me dit qui est liée avec celle que je suis en train d'analyser, et je vais faire également Add to Cart. Ok, donc je vais sélectionner comme ça des entités et je vais les ajouter à mon panier. Je retourne tout en haut à droite ici, vous voyez du coup que j'ai deux entités dans mon panier, et je vais pouvoir en fait faire Take Action. À ce moment-là, je peux faire plusieurs choses. Je peux par exemple faire ce qu'on appelle créer un dataset. Un dataset, en fait, ça va être une unité logique qui va comprendre plusieurs entités. C'est vraiment logique, c'est juste pour moi, pour l'organisation de mes datas. Si j'ai besoin en fait de créer des datasets avec plusieurs entités dedans, je vais pouvoir le faire ici. On a une notion de publish qui va prendre les données que j'ai sélectionnées et me demander où est-ce que je veux les publier. Si je veux par exemple les envoyer dans un data warehouse ou sur Amazon S3 ou ce genre de choses. Explore et prepare, j'en parle pas trop puisque je vais revenir tout à l'heure dedans, mais ça me permet du coup de prendre juste ces entités-là et de pouvoir les envoyer dans l'ETL par exemple pour la partie prepare. Et moi la partie qui m'intéresse c'est la partie publish to ClickSense. En gros, lorsque je clique ici sur publish to ClickSense, ce que ça fait c'est que ça va me prendre mes deux entités que j'ai sélectionnées et ça va m'ouvrir automatiquement une application ClickSense dans laquelle les deux entités que j'ai sélectionnées, les données sont déjà chargées. Et si par exemple maintenant j'utilise le Insight Advisor de ClickSense pour créer l'application, vous voyez qu'en fait ici, je me retrouve dans une application ClickSense avec les données que j'ai sélectionnées qui sont directement utilisables dans mon application. Ok, voilà le but du catalogue et le but de Data Catalyst. C'est d'arriver ici, dans une application,
ClickSense ou autre, pour pouvoir faire votre dashboard. Donc moi j'ai passé pas mal de temps à vous expliquer les détails du catalogue et tout ce qui se trouve dedans, mais en fait vous voyez bien qu'un utilisateur en 2 minutes peut aller dans le catalogue, trouver les données qu'il veut et se retrouver directement dans une application ClickSense pour les analyser. C'est vraiment ça l'objectif premier de Data Catalyst, et surtout il se retrouve en fait dans une application ClickSense avec des données dont il sait que ce sont des données qui sont rechargées régulièrement, qui sont vérifiées, etc., etc. Ok. Je vais retourner du coup maintenant dans Data Catalyst et on va passer sur les autres modules qui sont sur la gauche ici. Je vais passer rapidement sur le module Ops, puisque le module Ops, ça vous permet juste de voir tous les rechargements de données qui sont effectués dans Data Catalyst, combien de temps ils ont pris, combien de records ont été chargés, etc., etc. Donc ça nous intéresse pas plus que ça, c'est plus de l'opérationnel, une sorte de log en fait. Et on va passer du coup maintenant à la partie source. La partie source, c'est la partie dans laquelle vous allez ajouter des données à Data Catalyst. Donc on a d'abord ici en haut à droite une partie source connection. Vous allez devoir définir en fait des connexions, des sources de connexion. Moi dans mon cas sur ce serveur, j'ai par exemple plusieurs connexions JDBC vers un serveur SQL Server. J'ai également une connexion sur un espace de stockage Amazon S3. J'ai également une connexion sur un serveur ClickSense pour récupérer les QVD qui sont sur ce serveur. Je vais en reparler plus tard de cette partie QVD. Donc ça, c'est la partie vraiment où je vais définir mes sources de connexion. Et ensuite, si je retourne sur la page d'avant, je vais pouvoir ajouter des données à mon catalogue. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc je clique sur Add Data et je vais pouvoir définir si je veux ajouter des données sur une nouvelle source ou à une source qui est déjà existante. Donc je vais choisir une source déjà existante dans mon cas. Et je vais importer des fichiers en fait qui proviennent de Amazon S3. Donc je vais choisir cette source-là. Et ensuite, dans le Entity Level, vous voyez les différents niveaux de data management dont j'ai parlé tout à l'heure. Manage, Registered et Addressed. Donc Manage va récupérer toute la donnée et la copier dans l'espace de stockage de Data Catalyst. Registered va pas copier la donnée, mais récupérer toutes les métadonnées. Enfin, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je vais faire, c'est du coup utiliser Managed. Et ensuite, vous avez une notion de groupe qui va vous permettre de faire une restriction sur les données pour qu'elles soient visibles que par certaines personnes, par exemple. Moi, dans mon cas, je vais pas m'embêter à faire ça, donc je vais choisir un groupe qui est super groupe. On va donner un nom à cette entité, donc on va l'appeler HR Demo Data Catalyst. Voilà. On va choisir du coup mon fichier source. Donc ça, c'est mon espace de stockage Amazon S3. Je vais récupérer du coup un fichier CSV qui contient 50 000 lignes. Donc je vais récupérer ce fichier-là. Et ensuite, si je descends un peu plus bas, on va avoir besoin de dire à Data Catalyst la structure du fichier, en fait, les métadonnées, donc tout ce qui est les différents champs qui sont dans ce fichier. Et pour faire ça, j'ai différentes possibilités. Je peux soit importer un fichier qu'on appelle FDL, donc File Definition Language, soit je peux passer un fichier qui est beaucoup plus petit que celui que j'essayerais d'importer, mais qui comprend par exemple juste les en-têtes. Soit je peux directement lui dire source, et source dans ce cas-là, ça va dire je vais dire à Data Catalyst, analyse directement le fichier que je te passe, et dans la première ligne par exemple, tu devrais trouver les en-têtes qui vont bien. Donc je vais cliquer sur source, je vais faire Generate Record Layout, et à partir de ce moment, vous voyez un peu plus bas qu'ici, il a récupéré automatiquement toutes les colonnes en fait qui sont dans mon fichier CSV. Il les a récupérées ici. J'ai ensuite plusieurs informations qui ont été remplies automatiquement pour savoir le délimiteur et pas mal d'autres choses. Donc vous pouvez tout changer ici. Et ce qu'on peut faire également, c'est cliquer en bas sur Record Layout Preview. Et ça va me permettre de voir donc toutes les colonnes qu'il a détectées. Vous les voyez ici sur la gauche. Et vous voyez, il a détecté également automatiquement le type de tous ces champs. Et par exemple, si il détectait ici un string, alors que je sais très bien que c'est pas du tout ça et que c'est un décimal, je peux le changer ici et le forcer à prendre en compte ceci. Donc moi je vais laisser puisque je pense que tout ce qu'il a détecté c'est normal, mais bon, vous pouvez faire toutes les modifications qui vont bien ici. Je vais sauvegarder ça.
Et à ce moment-là, vous voyez, je suis envoyé en fait sur une autre page, et ici j'ai le nom de mon entité, et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire load pour charger les données de ce fichier CSV. Ok, je vais faire OK ici. Et là, ensuite, je me retrouve sur une autre page dans laquelle vous pouvez voir le job de chargement des données. Donc là, vous voyez qu'il est en initialized. Et donc là, il est passé en finished. Vous voyez qu'il a traité 50 000 lignes. Et que justement, d'ailleurs, comme je vous le montrais tout à l'heure, il a détecté 36 records qui ne sont pas bons. Et du coup, il ne les a pas chargés. Alors, je vais juste faire une parenthèse ici. Les données que vous retrouvez dans le catalogue, ce sont les données que lui il charge en tant que good record. Par contre, lorsque vous faites un publish, vous pouvez très bien faire en sorte, puisque l'intérêt de Data Catalyst, c'est d'avoir cette partie de cleaning de données, et d'être sûr que lorsque vous allez prendre la donnée et l'envoyer dans ClickSense par exemple, ben vous vous retrouvez pas avec des données qui sont mauvaises, avec des doubles dans des colonnes qui devraient être des integers, qui vont faire foirer toutes les formules ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'intérêt. Mais vous avez la possibilité de retrouver les données qui seraient catégorisées comme ugly record pour quand même en faire quelque chose si vous le souhaitez. Donc moi par exemple, si je reclique sur mon plus, ben on voit que j'ai encore le même problème, c'est toujours des caractères non ASCII qui sont dans un champ et qui du coup ne sont pas pris en compte. Donc voilà. Si maintenant je retourne dans la partie catalogue et que j'enlève ma recherche ici, vous voyez en fait la première entité qui est là-haut, c'est l'entité que je viens de charger. Donc vous la voyez ici, et elle apparaît du coup dans le catalogue après un chargement, et du coup elle est prête à être utilisée par les utilisateurs. Ok. Donc ça c'était la partie sur l'import de données dans Data Catalyst. Ensuite, dans la partie Discover, vous avez en fait une partie qui vous permet de browser toutes les données qui sont dans Data Catalyst, de pouvoir voir toutes les informations de ces données. C'est-à-dire que par exemple, là-haut vous avez toute la hiérarchie en fait de Data Catalyst, c'est-à-dire qu'on va partir du dataset. Donc le dataset, je vous disais, c'est une unité logique dans laquelle vous pouvez regrouper en fait plusieurs entités de Data Catalyst. Ensuite, on a une notion de source hiérarchie qui nous permet encore de définir différents niveaux de gestion de la donnée dans Data Catalyst. Ensuite, on a les sources. Donc là, vous avez les différentes sources. Et si par exemple, je prends une source en question, je me retrouve ensuite sur les différentes entités. Donc ça, c'est toutes les cartes que j'ai dans mon catalogue. Et ensuite, si je prends une entité en question, je me retrouve ensuite sur la page avec tous les champs de cette entité. Et ici, par exemple, je peux regarder les informations sur ce champ. Je peux voir s'il y a des commentaires, par exemple, qui ont été laissés sur ce champ. Je peux voir également les propriétés, je peux ajouter des propriétés, donc j'ai énormément de propriétés qui peuvent être ajoutées sur les champs. Ça peut se faire automatiquement via des règles et ça peut se faire aussi par la suite ici. Par exemple, si j'ai besoin d'une certaine sécurité, je peux définir ce champ en tant que sensible pour qu'il soit automatiquement obfusqué lorsqu'il est enregistré dans Data Catalyst, etc., etc. Donc ça c'est et du coup là vous aviez les informations sur du coup les champs, et si je prends par exemple des informations sur l'entité, c'est pareil en fait, je vais pouvoir regarder toutes ces informations et là j'ai encore plus de propriétés que je peux ajouter sur mon entité. Ok, donc ça c'est la partie Discover. Donc en général, il n'y a pas c'est principalement pour justement pouvoir voir vraiment en détail le détail de chaque champ, etc. On va passer du coup à la partie Prepare. La partie Prepare, c'est la partie ETL, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc en l'occurrence, j'ai préparé un data flow, parce que je voulais pas m'embêter à le refaire en direct, parce que c'est un peu long. Mais voilà la façon dont ça se présente. Vous avez en fait, vous allez définir une ou plusieurs sources de données, et une ou plusieurs targets en fait, à la fin de votre workflow de transformation de la donnée. Et en fait, en haut, vous avez les différentes opérations que vous pouvez réaliser dans cette partie ETL. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça remplace pas un outil d'ETL dédié. Par contre, vous avez la possibilité de faire certaines choses. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai deux entités sources qui reprennent des employés. Donc une qui a 10 000 champs et une qui a 100 000 champs. Je vais faire quelques opérations de transformation de la donnée. Je vais faire ici, par exemple, un union pour les regrouper.
Elles arrivent ensuite dans ce qu'on appelle un routeur. Le routeur, en fait, ça va me permettre ensuite de faire des tests sur la donnée et de rerouter la donnée à différents endroits. Par exemple, moi, j'ai deux règles ici. Une règle qui sera toujours valable et qui me permet en fait de rerouter tout ça dans une entité qui va s'appeler aggregate en fait, dans laquelle du coup je vais retrouver 110 000 lignes, puisque je vais retrouver les deux entités qui sont sur la gauche. Et par contre, je peux, si je veux, par exemple, définir une entité avec seulement mes employés qui seraient dans l'État de Californie. Je peux créer une règle. Alors vous avez du coup un expression builder ici, qui permet de reprendre tous les champs. Vous avez différentes fonctions ici également que vous pouvez faire. Vous avez également une notion de paramètres. Si par exemple vous voulez que la règle prenne en compte des paramètres qui seraient par exemple, je sais pas moi, l'année en cours ou ce genre de choses, vous pouvez les définir en paramètres et les utiliser ensuite dans votre formule de calcul. Donc moi je vais faire en sorte que mes employés qui sont dans la partie CA partent en fait sur un autre chemin dans lequel je vais faire de la transformation de la donnée. Par exemple, je vais dire que j'ai pas besoin de tous les champs dans cette entité destination, je vais sélectionner uniquement les champs que j'ai besoin, et je peux aussi faire en sorte, par exemple, de dire j'ai besoin d'un champ que je veux créer, par exemple le champ bonus en fait ici. Je vais le créer de nouveau à l'aide de l'expression builder et je vais dire c'est un nouveau champ qui est basé sur, par exemple, le salaire fois un certain pourcentage. Ok. Et donc tout ça, ça va être classé dans cette entité-là. Une fois que j'ai fait en fait tout ce data flow, vous avez un bouton là-haut qui est validate, qui permet de valider que tout est ok. Si vous avez des erreurs, il vous mettra des choses en rouge pour dire que là il y a un souci, par exemple sur certains types de champs qui sont mal utilisés ou sur la formule qui est pas valide, etc. Et ensuite, si je fais execute, donc je vais lui dire de l'exécuter maintenant. Du coup, je me retrouve dans la page qui me reprend toutes les exécutions en fait de ce data flow. Vous voyez qu'ici il est en initialized et ici il est passé en finished. Et si maintenant du coup je retourne dans le catalogue, vous voyez qu'ici j'ai mes deux entités qui ont été créées à partir de ce que je viens de faire dans la partie prepare, donc dans l'ETL. Vous voyez du coup que ici ça a été chargé, le dernier chargement c'est maintenant. Alors même si j'ai visiblement un problème d'heure sur le serveur, que je regarde ça plus tard. Mais en gros vous avez bien les infos que je vous ai dit tout à l'heure, puisque dans mon entité qui s'appelle aggregate j'ai bien 110 000 lignes à peu près. Et dans mon entité ici, si je regarde le détail de ce que j'ai ici, je peux aller là et regarder dans Sample Data. Vous voyez sur la droite que j'ai bien que des utilisateurs qui sont dans l'état en fait Californie. Ok. Donc ça c'était la partie de l'ETL. Ensuite, dernière chose à vous montrer dans l'outil, c'est la partie publish. La partie publish, elle va nous permettre de prendre des datasets ou des entités et en fait de les envoyer vers d'autres destinations. Donc ça peut être des data warehouse, d'autres bases de données, ça peut être des fichiers à plat stockés sur Amazon S3, ça peut être un peu ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, par exemple ici, si vous avez suivi le webinaire que j'ai donné il y a 2 semaines sur le clic associatif Big Data Index, dans lequel en fait j'indexais à peu près 1 milliard de lignes qui étaient basées sur des fichiers de vol et de taxi, en fait vous voyez qu'ici j'ai notamment un job de publication puisque j'avais importé ces datas dans Data Catalyst et je les ai ensuite exportés en fichier Parquet à l'aide de Data Catalyst. Et donc si je regarde par exemple le détail d'un job de publication, vous voyez ici les entités qui sont prises en compte. Ok. Vous voyez la destination, donc c'est un espace de stockage sur Amazon S3. Ensuite, pour chaque entité ici, je vais pouvoir dire si je veux le dernier rechargement, si je veux toutes les données, si je veux juste un échantillon de données. Je vais pouvoir choisir un niveau de merge de ces datas. Et je vais pouvoir également choisir mon format source. Donc là, comme je suis sur Amazon S3, ça va être un fichier plat qui va être enregistré. Et je vais du coup pouvoir lui dire est-ce que je veux que ce soit justement un text file ou est-ce que je veux que ce soit un fichier Parquet. Parquet étant un format qui est très utilisé pour tout ce qui est analyse de fichiers en big data, puisque c'est un format qui a une très bonne compression
et des très bonnes performances lorsque vous avez besoin de rechercher des choses dans ce fichier. Et en l'occurrence, c'est le format de fichier qui est utilisé par le Qlik Associative Big Data Index, donc c'est pour ça que j'avais fait ça comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir définir pour ce job de publication si vous voulez le faire qu'une fois ou si vous voulez que ce soit un job qui soit fait tous les jours, toutes les heures. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des expressions cron ou ce genre de choses. Et ensuite, du coup, vous allez lancer le job et ce job va tourner. Et donc, si on regarde par exemple les publish logs de ce job, vous voyez en fait après les détails à chaque fois. Vous avez tout le détail de l'opération de publish. Vous avez notamment ici tout le log. Donc c'est des fichiers dans lesquels il y a à peu près 150 millions de lignes, donc c'est normal que ça mette du temps. Mais vous avez tout le log ici qui vous permet de dire si la publication s'est bien passée ou pas. Ok, donc ça c'était la partie publish. La partie security, je vais pas passer dedans puisque ça n'a pas grand intérêt, c'est juste la partie qui vous permet de gérer les utilisateurs et les groupes pour donner les droits aux utilisateurs. Bien évidemment des utilisateurs et des groupes qui peuvent provenir de votre Active Directory. Je vais retourner dans le catalogue pour vous montrer une dernière fonctionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le catalogue de QVD. Si je fais une recherche ici sur QVD, vous verrez en fait que j'ai des entités qui sont un tout petit peu différentes. Donc vous avez déjà un tag spécial ici qui s'appelle QVD, vous avez ce fond vert spécifique. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir lier Data Catalyst à un serveur QlikSense, et que lorsque vous allez faire des transformations, des extractions et du stockage sous forme de QVD, vous allez pouvoir retrouver ces QVD dans Data Catalyst. Et de la même façon, vous allez avoir toutes les options qui sont valables. Vous allez pouvoir regarder le détail des champs, tout ça va être pris en compte. Et donc vous voyez juste qu'il y a des KPI qui sont un peu différents lorsque c'est des QVD. Par exemple, j'ai un KPI ici qui est plus quality mais qui est size. Ici en fonction de la taille, donc là on a 4 millions de lignes dans cette entité là, donc voilà. Et du coup ça va vous permettre d'avoir un catalogue des QVD. On sait très bien que les QVD c'est des fichiers qui sont pas forcément facilement exploitables lorsque vous êtes en dehors de QlikSense par exemple, alors que là vous allez du coup pouvoir les répertorier, les retrouver facilement, pouvoir voir des échantillons de données facilement, etc. Ok. J'en ai fini pour la démo. Je vais du coup repasser sur les slides pour terminer. Alors, du coup sur cette slide, je vous ai mis les fonctionnalités principales de Data Catalyst, donc c'est un résumé, celle-ci je vous l'ai faite en français. Je vais pas repasser dessus puisque ça reprend tout ce que j'ai dit, c'est simplement comme ça vous avez la slide si vous téléchargez le PDF. Donc vous avez les principales fonctionnalités donc de Data Catalyst, toutes celles qu'on a vues donc lors de la démo. Ensuite, on va juste regarder quelques exemples en fait et pouvoir voir où est la valeur ajoutée de Data Catalyst. Donc on a différents challenges qui sont autour du data management et on va voir comment Data Catalyst peut vous aider à répondre à ces challenges. Par exemple, en haut à gauche, vous voyez le premier challenge qui est ce qu'on appelle Data Swamp. Alors Data Swamp, en fait, si vous le traduisez, c'est en fait marécage de données. C'est ce qui peut arriver lorsque vous essayez de construire un data lake, sauf que vous avez pas organisé très bien la chose et que vous allez mettre beaucoup de données dans votre data lake et au final vous allez vous retrouver avec une impossibilité de retrouver des données pertinentes. À ce moment-là, dans Data Catalyst, vous allez avoir toute la partie marketplace et catalogue qui va vous aider justement à pouvoir tirer profit de cette donnée que vous avez dans votre data lake, pouvoir la retrouver facilement, etc. Si vous avez également, en termes de challenge, des écarts de gouvernance, des pipelines indépendants qui entraînent des accès qui sont incohérents aux données, ce genre de choses, dans Data Catalyst, vous avez toute la partie gouvernance avec la découverte et tag automatique des données en fonction, par exemple, de leur si c'est des données sensibles ou pas. On a la partie échantillon et profil statistique des données qui peut vous aider à voir si les données sont cohérentes et on a toute la partie droit d'accès, tout ce qui est role-based access sur les données. Et ensuite, pour finir, on a d'autres challenges qui sont les sources de données dans des formats variés. Donc tout mettre dans Data Catalyst va vous aider à pouvoir faire ça, enfin à pouvoir gérer ça. Et principalement, un des gros challenges également, c'est la perte de temps pour délivrer des données qui sont demandées par les utilisateurs. C'est ce qu'on voit souvent, des utilisateurs qui demandent en fait un certain jeu de données pour pouvoir faire des dashboards dessus.
L'IT leur fournit les données, les utilisateurs font des opérations dessus, 2 mois après, les données sont plus à jour, ils sont obligés de redemander cette donnée qui peut mettre plusieurs jours à arriver à eux, etc. Là, en fait, avec Data Catalyst, vous avez une livraison de données qui va être, ils annoncent 10 fois plus rapide. Et je pense je pense que je suis assez d'accord avec ça. Vous allez en fait avoir un endroit unique en fait pour que vos utilisateurs puissent retrouver les données. Elles sont mises à jour continuellement, donc c'est très rapide et vous avez toute cette partie-là qui va vous aider à vaincre tous ces challenges autour du data management. Ok, je vais passer sur une dernière slide maintenant. Puisque je vous ai parlé, donc l'outil que moi je vous ai montré, c'est Data Catalyst dans sa version la plus complète. Il existe depuis quelques mois une version qui s'appelle Click Data Catalyst for QVD. Cette version-là ne permet que de faire du catalogage, je sais pas si c'est français, de QVD. Donc en fait, vous allez pas pouvoir importer de fichiers plats ou de fichiers qui proviendraient ou des données qui proviendraient de bases de données. Vous allez avoir uniquement les QVD qui sont catalogués dedans. Vous allez quand même avoir la possibilité de laisser des commentaires sur ces QVD, etc. Et vous allez pouvoir bien évidemment prendre ces QVD, les ajouter à votre panier et les envoyer vers une application ClickSense comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Par contre, c'est vraiment uniquement pour du ClickSense. Vous pouvez pas ensuite envoyer ça vers d'autres outils de BI ou d'autres bases de données ou ce genre de choses. Ok. Donc ça c'est Click Data Catalyst for QVD et bien évidemment cette partie QVD est intégrée lorsque vous avez l'outil Click Data Catalyst qui est complet. Ok, donc j'ai terminé sur cette présentation. Je vais regarder s'il y a des démos, s'il y a des questions, pardon, s'il y a des questions dans la partie Q&A. Donc j'ai une question au niveau, donc j'ai une question au niveau pricing. Alors je vais pas pouvoir vous répondre précisément sur la partie pricing. Si vous êtes intéressé du coup par ça, je vous invite à reprendre contact du coup avec les personnes qui gèrent la partie commerciale chez nous. Ce que je peux vous dire en tout cas sur le pricing, c'est que vous avez un prix de base pour Data Catalyst et ensuite un prix au terabits de données qui sont managés dans Data Catalyst. Lorsque vous faites vraiment un import de données avec l'option Managed, vous avez du coup un prix qui est basé sur le nombre de terabits qui sont managés dans Data Catalyst. Ensuite, il y a une autre question qui est y a-t-il un intérêt du coup à l'utiliser avec le clic associatif Big Data Index? Donc oui, effectivement, moi je l'ai fait et du coup, alors pour ceux qui n'étaient pas présents il y a 2 semaines, ça va être un peu compliqué, mais je vais faire rapidement la réponse. Le clic associatif Big Data Index fonctionne actuellement uniquement avec des fichiers Apache Parquet. Et le fait que dans Data Catalyst vous puissiez en fait importer des data puis les exporter en fichier Apache Parquet va bien évidemment faciliter la tâche de la préparation de la donnée pour l'indexer ensuite dans ABDI. Et du coup, oui, il y a un intérêt, il est fort. Il y a même, je crois qu'il y a un bundle en fait au niveau licensing qui inclut ABDI et Data Catalyst. Donc l'associative Big Data Index et Data Catalyst. Mais encore une fois, pour la partie licensing et pricing, je vous invite à revenir vers les personnes avec qui vous êtes en contact chez nous et qui pourront vous répondre là-dessus. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y aurait eu le temps de les mettre s'il y en avait, puisqu'on a déjà 50 minutes de webinar. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un webinar qui sera sur la partie ClickSense sur Kubernetes. Et d'ici là, merci encore et bonne journée à tous. Au revoir.